Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Violence ce vendredi matin devant l'hôpital de Pikine alors que son personnel de santé manifestait contre l'installation d'un marché en face de l'établissement. La police est intervenue à l'aide de gaz lacrymogène. Bilan, un blessé et 2 personnes en garde à vue. Elles ont été libérées en fin d'après-midi. Autre manifestation, cette fois à Saint-Louis, où le collectif des 27 villages d'une Diaël lance un ultimatum à la société Seine-Huile. Il demande de libérer 20 000 hectares de terre, un espace qui appartiendrait aux populations. Procès en appel des 2 jeunes de Colobane accusés du meurtre du policier Fodé Ndiaye. Toutes les exceptions soulevées par la défense rejetées par la Cour. Cher Diop et Cher Sidati Mané clament toujours leur innocence. D'après leur avocat, ils ont été torturés durant leur détention. Reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Hissène Habré est condamné à verser entre 10 à 20 millions de francs CFA par victime. Un jugement rendu en l'absence de l'ancien président tchadien. Pour les victimes, c'est une victoire, mais la lutte continue. Le dossier du jour s'intéresse aux nombreux édifices publics qui se trouvent dans un état de délabrement avancé. Si des travaux sont parfois entrepris, il faut souvent patienter avant d'en voir les résultats. Défaite cuisante de Yekini face à Lac de Guerre numéro 2. Alors qu'il annonçait un retour triomphal dans l'arène, l'ancien champion s'est incliné face à son adversaire. Retour sur cette fin de carrière dans la chronique du GT. Ce soir, l'invité du 20h est Mamadou Gueye, inspecteur des impôts et domaines et secrétaire général de la Convention citoyenne l'ENEN. Son entretien avec Mamoudou Ibrakan, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec ces affrontements ce matin entre le personnel de l'hôpital de Pikine et des policiers, alors qu'ils protestaient contre l'installation d'un marché en face de l'établissement. La police est intervenue. Les manifestations ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogène. Un blessé a été enregistré. Aux dernières nouvelles, un infirmier d'État et un chirurgien dentiste ont été interpellés. Ils ont été libérés en fin d'après-midi. Retour sur les événements avec Salif Sow et Asmelik Diop. Ce contrôleur de gestion se retrouve avec une tête cassée. Couvert de sang, l'agent administratif est évacué d'urgence. Au même moment, un groupe de blouses blanches porte assistance. Elle a perdu connaissance. Devant l'hôpital, la bataille rangée se poursuit. La police intervient de manière jugée et musclée par le personnel de l'hôpital. C'est terrible, c'est du jamais vu. Des lacrymogènes dans l'enceinte d'un hôpital, ça c'est du jamais vu. C'est la première fois, moi, que je vois ça. Un de nos agents a été blessé, il est aux urgences. Et un de nos agents aussi a été amené à la police. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Résultat des courses, un infirmier d'État et un chirurgien dentiste arrêtés. La direction de l'hôpital de Pikine s'oppose à l'érection de cantines en face de la structure sanitaire. Le promoteur immobilier privé, appuyé par la mairie de Thiaroye-Gare, refuse de reculer. Chaque camp croit avoir raison. Chaque camp campe ainsi sur sa position. Le danger couvre à l'hôpital de Pikine. Je vous l'annonçais en titre, à Saint-Louis, le torchon brûle entre la société Seine-Huile et le collectif des 27 villages d'une Diaël. Descendus dans la rue pour manifester, ils lancent un ultimatum de 4 jours à la société pour leur rendre 20 000 hectares de terre qui, selon les populations, leur appartiennent. 20 000 hectares qui devaient en principe être cultivés par l'entreprise. Écoutons le porte-parole du collectif. Ces propos sont recueillis par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Donc ils ont trahi le peuple sénégalais, ils ont trahi l'État du Sénégal. Et ils continuent à trahir ces populations, nous qui vivons sur ces terres depuis des centenaires. Donc tout ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est que Seine-Huile quitte ces terres et que ces terres puissent revenir à la population. Et donc aujourd'hui, la population s'est mobilisée pour cultiver ces terres, pour montrer à l'État du Sénégal
que nous avons la capacité et les moyens techniques et les moyens financiers de cultiver ces terres pour nourrir la population, pour nourrir le Sénégal. Oui, il y a des problèmes parce que l'État a attribué ces terres à Senwil. Et cette entreprise n'arrive pas à exploiter ces terres. Donc les Sénégalais aussi n'arrivent pas à exploiter ces terres. Elle serait en train de louer ces terres à d'autres personnes. Et même, nous avons des informations qu'ils sont en train de chercher des acquéreurs pour ces terres. Pourquoi? Même les terres qu'ils avaient, le peu de terres qu'ils avaient accordées à la population, ils ont retiré ça. Ils sont en train de parquer les troupeaux des populations. On n'a plus d'espace pour de zones de pâturage. On passe à la justice. Ce vendredi matin, les 2 jeunes de Colobane accusés du meurtre du policier Fodé Ndiaye étaient à la barre de la chambre criminelle d'appel de Dakar. Avant le début de l'audience, l'avocat de la défense avait soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'État du Sénégal ainsi que l'annulation du procès-verbal d'enquête préliminaire. Des exceptions déclarées irrecevables par la Cour. Les 2 accusés, Cheikh Diop et Cheikh Sidati Mané, continuent, eux, de clamer leur innocence. Retour sur cette matinée de procès avec Al-Hassan Ba et Diafar Abba. Cheikh Sidati Mané et Cheikh Diop continuent de clamer leur innocence devant le juge Mamadi Diop. Les 2 jeunes de Colobane apportent des précisions sur les procès-verbaux lus par le juge. Jeu de questions-réponses dans la salle 4 du palais de justice. Maître Babo Diop, l'un des avocats de la défense, reste convaincu de l'innocence de ses clients. La preuve, c'est qu'au début de la procédure, ils étaient 4 et en cours de procédure, il en reste 2. Tout cela nous fait dire, nous, qu'il y a un tâtonnement dans ce dossier-là depuis le début et c'est tout à fait normal parce que Fodé Ndiaye a été tué par une centaine de personnes ou je veux dire des dizaines de personnes. Et aujourd'hui, on veut faire porter le chapeau à 2 personnes seulement parce que ces jeunes garçons habitent Colobane. Cela nous paraît quand même injuste. Et il s'y ajoute que ce procès-verbal, nous l'avons toujours dénoncé parce que ce procès-verbal a été établi sur la base de la torture que nous avions dénoncé à l'époque et des procédures en annulation de la procédure avaient été intentées, malheureusement qui n'ont pas donné une suite favorable. Mais tout cela quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, dénote d'une certaine légèreté, aussi bien dans l'enquête qu'on n'aurait pas dû déjà confier à la police qui était partie dans ce procès-là. Famille, amis et mouvements, tous venus porter main forte aux accusés. Pour la maman de Cheikh Diop, son fils était dans sa chambre lors de l'événement. C'est un des témoins ici présents qui nous a filé l'info selon laquelle il y a un policier tué. Nous étions même pas au courant et en ce moment, Cheikh Diop dormait dans sa chambre. Quand il y a des événements pareils, personne ne sort chez moi. Après une condamnation de 20 ans de travaux forcés, les avocats des 2 jeunes ont fait appel accusés de meurtre du policier Fodé Ndiaye lors des manifestations en 2012 à la place de l'Obélisque. Et puis d'après l'avocat maître Baba Diop, les 2 inculpés ont été torturés lors de l'enquête. Une fois la procédure terminée, il n'exclut pas de porter plainte contre les policiers qui, selon lui, auraient torturé Cheikh Diop et Cheikh Sidati Mané. Écoutons l'avocat, ses propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Nous l'envisageons parce que déjà ce procès a porté un grand tort à Cheikh Sidati Mané, Cheikh Diop et également à leurs familles respectives et également même à toute la population de Colobane qui continue de se battre depuis le début de leur arrestation. Depuis leur arrestation, les populations de Colobane se battent pour obtenir la libération de ces jeunes parce que simplement elles sont conscientes que ces jeunes n'ont absolument rien fait. Simplement ils étaient sur les lieux du crime. Être sur les lieux du crime ne fait pas de quelqu'un un coupable. Alors si maintenant tout ce tort-là c'est à cause des tortures qu'on a infligées à ces garçons-là pour qu'ils fassent des aveux, je pense que ça mérite quand même qu'on situe les responsabilités et qu'on essaie de retrouver leur auteur pour également leur faire assumer leurs responsabilités. Ça, c'est la moindre des choses. Après, compte tenu du rapport médical et de tout ce qui a été dit dans le procès depuis lors, rien ne nous empêche d'engager des responsabilités pénales contre ceux qui ont établi ces procès-verbaux. 10 à 20 millions de francs CFA, c'est la somme qu'Hissène Habré va devoir verser aux victimes de son régime. Une décision de la Chambre africaine d'assises d'appel. Le verdict est tombé ce vendredi matin. Selon une commission d'enquête tchadienne, durant la répression sous Hissène Habré, 40 000 personnes ont perdu la vie. Nafissatou Sila.
Le verdict est tombé ce vendredi. L'ex-président tchadien Hissène Habré devra verser à chaque victime entre 10 millions et 20 millions de francs CFA. La Chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel a ordonné l'indemnisation des victimes de viols, de détention arbitraire, de rescapés de massacres et les victimes indirectes, a annoncé le président du tribunal, le magistrat burkinabé Gberdéo Gustave Kam. Une commission d'enquête tchadienne estime que le bilan de la répression sous Hissène Habré s'élève à quelques 40 000 morts. Le 30 mai dernier, celui qui a dirigé le Tchad pendant près de 8 ans avant d'être renversé par l'actuel président Idriss Déby Itno a été arrêté le 30 juin 2013. Aujourd'hui, il est condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. Modernisation de la justice sénégalaise afin d'améliorer la formation des avocats. Un manuel est en phase d'élaboration. Un ouvrage qui reviendra entre autres sur les notions d'impartialité, d'indépendance, de légitimité et de crédibilité. Le projet est appuyé par la coopération française. Plus de détails avec Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Rappeler les règles, clarifier les valeurs. Les magistrats veulent davantage se faire comprendre par les justiciables. Une nouvelle approche des obligations déontologiques, un manuel. Le choix du manuel, c'est qu'on n'est pas dans la contrainte, on est dans le didactique. Et on est aussi dans une approche où on voudrait une acceptation volontaire par le magistrat des valeurs qu'il doit incarner, des valeurs que le public attend de lui. Parce que la justice est en soi quelque chose de controversé. Quand il y a un procès, il y a forcément quelqu'un qui est content, quelqu'un qui ne l'est pas. Mais il faudrait faire en sorte que l'image de la justice n'en souffre jamais. C'est-à-dire que même si on n'est pas satisfait d'une décision, qu'on puisse dire « j'ai quand même été jugé objectivement au vu de la décision ». L'indépendance de la justice, c'est aussi la séparation des pouvoirs. Ces acteurs n'en doutent pas. C'est la justice qui est indépendante. La justice est une activité indépendante et elle est conduite par des magistrats et par des auxiliaires de la justice. Le magistrat n'est pas seul dans l'activité, mais c'est l'activité elle-même qui est une activité indépendante. D'ailleurs, des trois pouvoirs qu'il y a dans la nation, la justice est la seule dont la Constitution a affirmé l'indépendance. Et le corollaire naturel de l'indépendance, c'est l'impartialité du juge. Il est consubstantiel à la mission de juger. On n'est pas juge quand on n'est pas impartial, parce que si on n'est pas impartial, on est partie. Et il y a la légalité. Le juge, la légitimité de la décision qui est prise par le juge n'est légitime que dans la mesure où il pourra dire que cette décision est conforme à la loi. Le manuel sur les obligations déontologiques du magistrat est encore en phase d'élaboration. Il sera largement diffusé dans les prochains jours, annoncent les concepteurs. Réforme sur le fonctionnement des chambres consulaires. L'Union nationale des chambres de commerce se dit en phase avec le gouvernement. Ils se sont réunis ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut redynamiser cette chambre, cette structure, pour lui donner un peu plus de tonalité au niveau national. Nous pensons qu'il faut maintenir les structures régionales pour que les acteurs à la base puissent jouir de leurs responsabilités au niveau du secteur privé. Nous sommes unanimement en phase avec l'État du Sénégal parce qu'il faut apporter des réformes, parce que les chambres consulaires n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc cette chambre nationale qui sera renforcée, l'Union, mais qui va laisser aux chambres régionales leurs compétences, ne pourra en rien, en tout cas, freiner l'élan des chambres de commerce et le secteur. Retrouvailles de la famille Lébou. Le chef de l'État souhaite une réconciliation entre les deux grands sérines de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop et Papa Ibrahima Diagne. Le président Macky Sall se dit déterminé à aider au rétablissement de l'unité au sein de la communauté Lébou. Retour sur ses propos avec Fatih et Mohamed Dian. Imam Moulay Ndoye, chef de penc de Tchérine, en pleine discussion avec son djambour et autres notables du quartier.
Ici, à la Médina, l'appel du chef de l'État lancé à l'endroit des 2 grands serignes de Dakar au cœur des discussions. Réunir la famille, réunir tout le monde, c'est son devoir, c'est ce qu'il devait faire. Et maintenant, si Abdoulaye Diop Marta, grand serigne de Dakar, reconnaît ça doit avoir, mais on est derrière lui. À quelques pâtés de maison du Mbarou Penchi de Tchering, la demeure des Pailles. Nous sommes à la rue 23, angle 26. Abdoul Fattah est du camp de l'autre grand serigne, Papa Ibrahima Diagne. Nous avons toujours été dans cette dynamique, c'est-à-dire d'unir la collectivité. Que les 2 parties, les 2 chefs, les 2 grands serignes comprennent que nous ne sommes pas dans une confrérie. Ici, tous les Lébous pèsent le même poids. Les Lébous de la Médina sont unanimes. Cette union ne peut être que bénéfique pour la communauté. Faire la force. Personne ne peut écarter cette union-là. Et au Lébou de rappeler les liens de parenté qui unissent les 2 parties. Nous sommes tous des parents, de mère ou de père. On est dans le même quartier ici. Mon enfant ici, mais toute la collectivité s'est réunie, on a échangé, on a parlé, et puis ça a prouvé que vraiment nous n'avons pas de problème. Mais la seule chose qui va régler définitivement le truc, c'est qu'il faudrait que les 2 chefs se réunissent et puis essaient d'échanger pour donner une meilleure solution. Le président Macky Sall a prôné hier la réconciliation des 2 grands serignes de Dakar. C'est bien possible, affirment ces dignitaires lébous. On parle de toute autre chose à présent, du développement de l'horticulture. La France et le Sénégal signent un partenariat qui prend en compte le renforcement des capacités des horticulteurs à travers des transferts de compétences. Ce vendredi, le ministre sénégalais de la formation professionnelle et le ministre français de l'agriculture étaient présents pour la signature de ce contrat entre les 2 pays. Compte rendu de la cérémonie avec Ibou Diouf et Léa Niafouna. Un accord entre 2 pays pour mutualiser les forces dans le domaine de la formation et renforcer les capacités. Objectif, booster l'agriculture avec des rendements agricoles conséquents, surtout à travers l'horticulture. Comme vous le savez, au Sénégal, en termes d'offres de compétences dans ce secteur primaire, nous n'étions qu'à 1% de possibilité d'offrir de nouvelles compétences. Au niveau de l'agriculture, il est possible de mutualiser beaucoup de pratiques. En termes d'organisation de ces centres qui sont en France, en termes également de certification, de qualification de nos jeunes. Donc c'est tout ça que nous attendons dans ce projet, un accompagnement complémentaire par rapport à ce qui est déjà fait et par rapport également aux objectifs que nous avons. Pour le ministre de l'Agriculture de la France et celui de la formation professionnelle du Sénégal, l'accord professionnel est aussi orienté vers la lutte contre le réchauffement climatique. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est concrètement développer l'ensemble de ces stratégies innovantes, productrices et en même temps résilientes en termes environnementaux et qui participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque vous le savez, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a ce qu'on appelle l'atténuation du réchauffement, la diminution des gaz à effet de serre, à la fois par la capacité à stocker et par la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi l'adaptation, parce que le réchauffement climatique, malheureusement, je le sais ici au Sénégal, mais ça vaut aussi en France, c'est déjà une réalité qui nécessite qu'on s'adapte à cette réalité. Donc c'est ces 2 processus que nous cherchons à mettre en place. Le renforcement de la coopération entre la France et le Sénégal est axé sur le partage de bonnes pratiques dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit pour le Sénégal d'accroître considérablement son rendement agricole. Le ministre français de l'Agriculture, également porte-parole du gouvernement français, était donc en visite au Sénégal. Il est revenu sur la question des APE, les accords de partenariat économique entre le bloc Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Des accords importants selon Stéphane Le Foll et qui peuvent permettre aux pays africains de s'ouvrir à d'autres marchés, notamment à travers l'agriculture. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. Ce qu'il faut, c'est bien garder et bien réexpliquer la dissymétrie de l'accord des APE. C'est plus pour un accès aux producteurs africains vers le marché européen. D'ailleurs, chez les agriculteurs européens, quand on discute des APE, ils ont la même inquiétude, en disant que des produits venant d'Afrique vont venir concurrencer les produits européens.
Et en même temps, il y a des contreparties, mais il faut que ces contreparties, et ça c'est tout l'enjeu, et la France sur ce sujet a été assez claire, c'est pas pour venir se substituer à l'émergence aujourd'hui. Si je suis là, c'est bien pour faire émerger une agriculture africaine, des agricultures africaines, c'est pas pour remettre en cause la capacité de ces agricultures, justement, à trouver aussi un nouveau souffle, à s'engager dans des productions diversifiées, au contraire. Donc c'est toujours le débat sur ces questions commerciales qui est toujours extrêmement complexe, parce que chacun peut avoir une crainte. Ce qu'il faut arriver à voir, c'est comment une dynamique collective, un accord bien pensé, peut être mutuellement gagnant. Mutuellement gagnant. C'est ça qu'on fixe comme objectif à ces accords. Alors je sais que tous les pays qui devaient signer n'ont pas encore signé. C'est bien la preuve que ce n'est pas si simple, et j'ai parfaitement conscience qu'il ne faut pas considérer ça comme un sujet facile à régler. Il faut qu'on soit extrêmement attentif à avoir, ce que je vous disais tout de suite, ce côté mutuellement gagnant. Un accès à un marché très important et solvable pour une partie d'une production africaine, et en même temps des contreparties en termes d'accès à un certain nombre de marchés, mais qui ne doivent pas remettre en cause la mise en œuvre d'une politique globale de développement des agricultures africaines. Autre sujet abordé par Stéphane Le Foll, la lutte contre le terrorisme. D'après le porte-parole du gouvernement français, face à une menace aujourd'hui mondiale, la France n'exclut pas davantage de coopération avec les autres pays, notamment à travers le partage de renseignements. Écoutons-le. La stratégie que nous suivons pour la lutte que nous conduisons contre le terrorisme, c'est une double stratégie. D'abord, nous sommes, en tant que puissance militaire, mobilisés sur les théâtres extérieurs. Et vous le savez, ici au Mali, avec l'opération Barkhane. Nous sommes aussi mobilisés dans une coalition en Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak. Et nous avons donc besoin de construire partout où cela est nécessaire, avec les pays limitrophes des zones de conflit, des partenariats et surtout des collaborations qui sont fortes. Solution pour un habitat durable et confortable, c'est le titre de l'ouvrage de Malick Ndiaye. Dans son ouvrage, l'auteur pose le problème de la construction au Sénégal qui doit faire face à de nombreuses difficultés telles que le manque d'assainissement, les inondations et la gestion des déchets. Quelles sont, selon lui, les solutions? Réponse avec Aïssatou Paye et Youssou Baro. L'on ne peut parler de ville moderne, de régulation, si l'on ne maîtrise pas les rouages de la construction, affirme Malick Ndiaye, auteur de Solutions pour un habitat durable, moderne et confortable, livre destiné à améliorer et à réguler la construction au Sénégal. Il y en a beaucoup. Beaucoup ont été, cités et dans le livre. Je propose pas mal de solutions, notamment sur la gestion des permis de construire. Pas mal de solutions également sur la gestion des déchets, sur la nécessité et le besoin d'avoir une conception bioclimatique. Entre autres problèmes soulevés dans cet ouvrage, l'obtention du permis de construire. Ce sont des constructions qui se font dans notre pays sans permis de construire, c'est un chiffre assez effrayant. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait une vraie campagne de vulgarisation, que tout le monde soit au courant du fait qu'il faille avoir un permis de construire avant de commencer à construire. Et puis ensuite, c'est obliger les personnes à déposer, à demander un certificat de conformité. Si l'auteur a pu diagnostiquer d'autres préoccupations, il propose aussi des solutions. Mais l'État du Sénégal a-t-il les moyens de ces politiques préconisées? Le Sénégal a les moyens de se redresser et de mettre le secteur de la construction sur les normes. Parce que les constructions, de façon générale, doivent toutes être menées à partir de normes. Je pense que l'expérience étant la somme de ses erreurs, l'État du Sénégal, tirant la leçon ou les leçons de toutes les inondations vécues ces 20 dernières années, va désormais réfléchir à plusieurs avant d'affecter un terrain pour que... Le livre s'articule autour de la gestion urbaine, de la gestion des déchets, des inondations, le tout pour sensibiliser et orienter au mieux population et des...
On repasse à la politique avec l'affaire Abdoul Mbaye. D'après le ministre de la Jeunesse, il n'y a aucun complot d'État dans cette affaire. Selon lui, l'ancien Premier ministre a falsifié un document administratif et son épouse a le droit de se défendre. Je vous propose d'écouter le ministre Mame Mbaye Niang. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning. C'est un problème de droit commun. Il a pris l'initiative d'aller voir le juge en tant que Premier ministre et de demander le divorce. La dame, avec les moyens qu'elle a, s'est constituée pour défendre ses intérêts. En quoi est-ce qu'il y a complot? Il y a combien de divorces au tribunal? Il y a combien de divorces par jour au tribunal? En quoi est-ce que c'est un complot? Aucun Sénégalais ne serait rentré chez lui après avoir falsifié des documents administratifs. Donc s'il est poursuivi, s'il est rattrapé par son histoire, vraiment, il n'a qu'à s'assumer. On n'a pas besoin d'ameuter le Sénégal. C'est un problème de droit commun. Mais je rappelle que même étant Premier ministre, il y a eu des audiences privées à huis clos. Qui en a déjà bénéficié? Et si le ministre de la Presse faisait face, de la Jeunesse faisait face à la presse ce vendredi, c'était initialement pour parler de la 4e édition des vacances citoyennes prévues du 1er août au 3 septembre prochain. Des vacances citoyennes, il va y avoir une caravane qui va sillonner les 14 régions du Sénégal. Une enveloppe de 3 milliards de francs CFA a été dégagée pour financer les projets. Je vous propose de revenir sur cette conférence de presse tenue par le ministre de la Jeunesse, c'est avec Pape Faraning et Mardien. Pour booster l'engagement des jeunes, le ministère de la Jeunesse prévoit une enveloppe de 3 milliards pour financer les projets des jeunes dans le cadre de la 4e édition des vacances citoyennes. C'est un moment fort, tel que je l'ai dit tout à l'heure, qui cherche à mobiliser la jeunesse sénégalaise pour 3 objectifs. Les sensibiliser sur les solutions apportées par le président de la République par rapport aux difficultés auxquelles la jeunesse sénégalaise est confrontée. Nous procéderons à la remise de financement pour un montant global de 3 milliards à la fin. Concernant les financements de l'édition précédente, seule la région de Sédhiou avait des difficultés, précise Mame Mbaye Niang. L'ensemble de ces financements ont été réalisés, les listes sont disponibles, les personnes financées à Touba. Il n'y a que la région de Sédhiou où il y a des problèmes, il faut le reconnaître. Les problèmes sont dus à notre partenaire financier avec qui on avait signé. On a rompu le contrat pour défaut d'engagement, pour non-respect des engagements pris. Et si vous suivez l'actualité, vous comprendrez que peut-être on a pris même des mesures allant dans le sens correctif. Le coordonnateur du PAPEJ a été changé, mais ça ne concerne que la région de Sédhiou où il y a eu ces problèmes-là. Pour joindre l'utile à l'agréable, 9 concerts sont prévus avec la star planétaire Youssou Ndour. Comme l'année dernière, c'est encore gratuit. L'année passée, il a fait 4 concerts avec nous. C'était gratuit. Il n'y avait pas d'entrée. Personne n'en a parlé. Cette année, on parle de 9 concerts. Les gens parlent de... Je le dis, je le répète. Nous n'avons même pas les moyens de le payer. Le budget qui nous est accordé ne peut pas le payer. Le dernier référentiel pour évaluer Youssou Ndour, c'est son concert au CICES. On a appris par vous, journalistes, que ça a coûté 110 millions. Du 1er août au 3 septembre, les 14 régions du Sénégal accueilleront les vacances citoyennes, dont le thème « Engagement républicain des jeunes pour l'émergence ». La cérémonie de lancement est prévue ce lundi à Guédiawaye, sous la présidence effective de son Excellence Moussa Macky Sall. Le dossier de ce vendredi est consacré aux édifices publics en piteux état. Si des travaux de rénovation sont parfois entrepris, ils sont souvent très lents. C'est le cas des bâtiments destinés à abriter la Cour des comptes et le ministère de l'économie et des finances. Pour ne citer que délabrement des édifices publics, c'est un dossier signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Imposant, historique. Ces édifices publics ont presque l'âge du Sénégal indépendant, parfois plus. Des greniers d'histoire, de notre histoire. Mais avec le temps, la grandeur reste, la splendeur disparaît. Un état de délabrement avancé, parfois des réhabilitations entamées à long terme. Certains bâtiments, il faut raser tous pour construire à nouveau. C'est mieux. Je pense que l'État en est déjà donc des réflexions, on a déjà fait des réflexions tout simplement. L'État a une
a une sarde responsabilité. Là, il faut le reconnaître. Des lenteurs souvent notées dans l'exécution des travaux, une absence presque totale de suivi. Les promoteurs qui gagnent des marchés là, ils viennent gagner des marchés, mais il ne faut pas perdre leur boulot. Et l'État vraiment n'a qu'à envoyer vraiment des experts ou bien des agents pour qu'ils veillent sur les travaux. Parfois on va dans les télés vraiment déposer de première pierre ou bien vraiment des travaux qui sont en cours, mais parfois ça tarde parce que je dis que c'est l'État qui ne suit pas l'avancement des travaux. Une solution, utiliser les taxes et fiscalités pour accélérer les chantiers. L'État ramasse parfois des fiscalités et des taxes, mais ils font ça sur des manifestations politiques. Donc je vois mal que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ils doivent vraiment bâtir des ministères, des États, des écoles sur l'argent des contribuables. La question liée à la maintenance, une autre préoccupation. Cet architecte, qui s'est battu pendant 30 ans pour cette cause, explique. Si un être humain n'est pas bien entretenu, s'il ne se prend pas en charge, s'il ne fait pas de sport, s'il ne mange pas bien, il va mourir rapidement. C'est exactement la même chose pour un édifice public. Il faut faire en sorte que l'édifice soit maintenu. Malheureusement, dans nos pays, quand on a un budget pour construire, ça va très rarement à côté avec un budget pour maintenir. Alors, toute construction doit être maintenue. Malheureusement, j'ai l'impression que nous ne sommes pas organisés ou nous n'avons pas la volonté pour ça. On achète des voitures pour beaucoup de députés, de membres de ceci, de cela, mais on n'a pas de budget pour faire la maintenance et ça, c'est un peu dommage. Au Sénégal, seuls 7% des architectes interviennent dans la réalisation des ouvrages. Beaucoup d'efforts à faire selon les spécialistes. Ils invitent l'État à une réflexion concertée. L'actualité internationale à présent qui nous mène tour à tour au Bénin, en Pologne et au Kenya où depuis 3 mois le pays doit faire face à des incendies volontaires dans des écoles. L'actualité hors de chez nous est racontée par Daniel Diouf. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi que 5 écoles ont été incendiées. Pour le moment, aucun criminel n'a encore été pris en flagrant délit, mais les autorités kenyanes penchent pour des représailles d'un cartel associé au trafic de sujets d'examen. C'est ce qu'indique l'agence France-Presse. 150 élèves et 10 enseignants ont été arrêtés et inculpés d'incendies criminels ces 3 derniers mois au Kenya. Et puis on a appris le décès de l'ancien président de la République du Dahomey, l'actuel Bénin, de 1968 à 1969. Émile Zinsou a tiré sa révérence jeudi à l'âge de 98 ans. L'homme politique avait accédé au pouvoir le 17 juillet 1968 par un régime militaire. 1 an plus tard, en 1969, il a été renversé à la suite d'un putsch. Le pape François en visite au camp d'Auschwitz. Enfin, le pape François s'est rendu ce vendredi au camp nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, lieu emblématique de la Shoah. 1h30 de silence, de prière, de recueillement. Il a ensuite rencontré un groupe de rescapés du camp de la mort. C'est la 3e visite d'un pape dans ce symbole de l'horreur nazie, après celle de Jean-Paul II en 1979 et de Benoît XVI en 2006. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec la finale de la Coupe du Sénégal. Le Casa Sport attend le soutien massif de ses supporters. Le comité Allez Casa promet d'envahir le stade Léopold Sédar Senghor. Suivons ce reportage réalisé par Cher Sadi Boudiara, Cher Tidiane Dione et Mardien. Allez Casa, prête à jouer sa partition lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Le comité des supporters du Casa Sport, en pleine répétition, promet de démontrer sa suprématie sur les gradins du stade Léopold Sédar Senghor. La preuve est là, nous sommes motivés, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à préserver notre statut, à notre rang africain. Ça c'est important de le dire parce que étant un supporter de meilleurs supporters d'Afrique, et plus de sportivité, nous comptons
gagner le pari de la mobilisation, mais aussi de l'ambiance dans le stade. Dans ce dessein de pousser leur club à la victoire, les ressortissants de la Casamance vont aussi apporter leur contribution. L'enveloppe globale pour les supporters, que ce soit pour Dakar, Ziguinchor, les étudiants, qu'on a aujourd'hui une finale où le Casa Sport s'est qualifié en senior et en junior. Les Casamancés de tout Dakar, de toutes les contrées de Dakar doivent sortir pour supporter leurs équipes, pour supporter, pour pousser les jeunes à aller prendre ce doublé. Pour assurer l'ambiance, Ali Casa va étaler de nouveaux chants et chorégraphies. Aujourd'hui, un répertoire nouveau riche de 10 chants environ, en Pulaar, en Wolof, en Mankagne, en Manjak, en Diola et en Mandé. Et puis on verra aussi notre mouvement d'ensemble du mouvement du comité Ali Casa. Très attendu, la finale NGB Casa Sport de ce samedi ne va pas se jouer que sur la pelouse. On assistera au duel des supporters sur les gradins. Ali Casa n'entend pas perdre. Le portrait du jour, c'est celui du joueur de basketball Serine Bambagay. En une saison, le jeune joueur de l'université Gaston Berger s'est nettement distingué de ses coéquipiers. Alors qu'il rêve d'être recruté par une grande équipe, il s'est confié à Ousseynou Diop et Habib Seck, c'était à Saint-Louis. Serine Bambagay de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est le roi du basket pour la saison 2015-2016. Je suis trop content parce que chaque joueur voulait être roi. Chaque joueur qui est dans le championnat voulait être roi du basket. Ça me fait vraiment du bien. Ouais, parce que cette année, je m'avais dit que je voulais être roi cette année. Pensionnaire à l'UGB, le roi du basket a joué dans plusieurs équipes. C'est ici que j'ai débuté. J'ai fait ici ma carrière en mini-basket, cadet. Quand j'étais cadet, on m'a amené à la Niambour, on m'a surclassé pour que je joue en senior. J'ai joué là-bas en première division et aussi en deuxième division. Ensuite, je suis parti à l'AS Bob. Et ensuite, l'UGB m'a recruté pour que j'aille jouer là-bas. Et cette année-là, c'est ma 4e année. Serine Bambagay est sélectionné pour la première fois dans l'équipe nationale du basket. L'ancien joueur de Louga Basket Club a tout de même d'autres ambitions pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. C'était pas facile du tout parce que tout début est difficile, mais je veux revenir en force. J'avais même dit ça à notre coach. Vous ne me faisiez pas jouer beaucoup, mais quand je vais venir pour jouer, marquer mes pas carrément en équipe nationale. Pour le reste de sa carrière, le roi du basket 2016 est très motivé. Son ambition est de jouer à l'étranger. Je vais aller découvrir, je vais être prof, je vais aller jouer en pro, en France, ou en Espagne, ou en Italie. C'est ce que je veux, quoi. Je veux découvrir le monde professionnel. Serine Bambagay est le premier joueur originaire de la ville de Louga à avoir décroché ce titre de roi du basket. Ce jeune joueur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a un seul regret, la disparition de ses parents. D'ailleurs, pour Serine Bambagay, ce titre est dédié à ses parents. La chronique sportive de ce vendredi soir revient sur la défaite de l'ancien roi des arènes Yekini face à Lac de Guerre numéro 2. Un retour raté, une contre-performance pour de nombreux experts. Papis Diao revient sur ce combat, probablement le dernier pour Yekini. Bassoul, bassement brisé par la furie d'un lac en guerre contre les rois et les princes. Bassoul est encore dans des convulsions nées d'une déconvenue au soir d'un retour raté du roi. Aujourd'hui, pour certains, le roi est mort. Pour d'autres, c'est le lion qui est mort. L'un dans l'autre, il s'agit là de célébrer ou d'accepter que le champion soit célébré au mépris des clivages ou autres rivalités qui entourent la lutte traditionnelle. Au panthéon de la discipline, l'ex-roi y détient déjà son siège doré. Il aura bravé l'épreuve de l'impitoyable concurrence en 15 années d'invincibilité. Cette performance lui a conféré un indiscutable titre de roi des arènes, aussi légitime que celui de Manga 2. Voilà peut-être pourquoi Yekini sera, dans sa corporation, ce qu'est un général de l'armée à la retraite, être toujours au garde-à-vous pour lui, afin de l'honorer. Toutefois, la singularité de l'athlète, voire l'unanimité autour de son métier, autorise l'exercice explicatif de la défaite, même pour nous, les profanes. Alors, l'écrasante majorité se plaît à circonscrire la chute au simple fait du mystique.
un fameux mystique aux antipodes du sport. Ce sport se veut par définition la préparation du corps à l'effort physique. Mais il n'est compétition que si et seulement si il y a des règles préétablies et acceptées par tous les protagonistes. Dès lors, il y a ce subconscient mystique qui contraste avec le fondamental ou les fondamentaux du sport. Ceci explique le caractère irrationnel de la plupart de nos analystes dans leur approche pour une activité scientifiquement organisée. Et si on convoquait le chiffre 42, 42 ans, c'est l'âge de Yekini. Compétir à cet âge dans un sport de combat, c'est déjà une exception. La victoire de l'enfant de Bassoul serait alors un vrai paradoxe sportif. Enfin, le seul mérite de l'acte de guerre, c'est d'avoir mis définitivement fin au règne d'un champion vieillissant. Le roi est mort, c'est vrai, mais vive le champion. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal du soir. En attendant, je vous laisse en compagnie de Boubacar Kane que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa, Comment vas-tu ? Ça va, tout le plaisir est pour moi, ça va.